Visite du ministre algérien des Affaires maghrébines et africaines dans notre pays. La situation au nord du Mali a été au centre des échanges avec les autorités maliennes. Sensibiliser la population au port du casque de sécurité afin de réduire les victimes de la route, c'est le but de la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Elle a été lancée ce matin par le ministre des Transports. Le rétinoblastome est un type de cancer de l'œil apparaissant au niveau de la rétine. Ces signes peuvent être perçus dès 3 mois. Le diagnostic précoce est la seule façon de sauver la vie de l'enfant présentant ce type de cancer. Les détails dans le magazine Santé de cette édition. Nous sommes lundi 8 octobre. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le ministre algérien chargé des affaires maghrébines et africaine est au Mali. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans les pays du champ. Abdelkader Messahel se dit en mission d'amitié et de solidarité. Au centre de cette visite, la situation au nord du Mali. Pour l'Algérie, l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Le compte-rendu de cette visite avec Brahma Traoré. Au cœur de cette visite du ministre algérien des Affaires maghrébines et africaines, la gestion de la situation au nord du Mali. Une question à laquelle l'Algérie ne peut pas rester insensible. Nous avons été instruits par le président de la République pour transmettre aux dirigeants maliens un message d'amitié, de fraternité et de soutien au peuple frère du Mali dans cette phase difficile et délicate qu'il traverse. Il est évident qu'un pays comme l'Algérie ne peut pas rester indifférente aux problèmes auxquels est confronté le Mali frère, surtout dans ces circonstances. Donc nous sommes à l'écoute. À l'écoute des autorités nationales pour trouver ensemble une solution à la crise, une démarche qu'apprécie fortement les chefs de la diplomatie malienne. Nous pensons que de cette visite devront sortir des décisions importantes qui nous permettront d'avancer dans la résolution de la double crise politique et militaire que nous vivons. Une double crise évoquée au cours de cette séance de travail entre les deux délégations maliennes et algériennes ont une identité de vue sur les questions du terrorisme et des crimes organisés. C'est à l'unisson qu'on peut combattre efficacement ces menaces, convient-il? L'Algérie travaille avec tous ses partenaires parce que nous considérons que pour nous, l'intégrité du Mali n'est pas négociable. Nous disons à la rébellion du Nord que nous n'accepterons jamais qu'elle puisse s'allier au terrorisme, au crime organisé, et que nous n'accepterons jamais qu'elle ait des velléités sécessionnistes ou de division de ce grand pays qui a une grande histoire. La visite du ministre algérien des Affaires maghrébines et africaines au Mali s'inscrit dans le cadre d'une tournée dans les pays du champ. Prochaine étape, le Niger. Il faut que le Mali et l'Algérie accordent leur violon pour chasser les islamistes armés qui occupent le nord du pays. C'est le message des autorités maliennes adressé à la forte délégation algérienne qui séjourne dans notre pays. Elle a été reçue cet après-midi par le Premier ministre et le président de la République par intérim. Maliens et Algériens sont convaincus qu'il faut une action militaire pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Le reportage de Ibrahima Traoré au cours de ce journal. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, qui a également reçu le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des droits de l'homme, Ivan Simonovic, a fait le point des différentes violations des droits humains constatées dans notre pays ces derniers temps. À sa sortie d'audience, il a été interrogé par Modibo Mariko. Root causes. Les causes profondes de violation de la crise aujourd'hui au Mali sont notamment les violations chroniques des droits de l'homme, comme par exemple la corruption, le népotisme, la malgouvernance. Ces causes profondes ont rapport non seulement avec le Nord, mais également avec le Sud. La porte de sortie pour justement adresser ces violations des droits de l'homme, c'est non seulement aborder les violations chroniques qui ont été commises, mais également envisager la libération du Nord et éviter la répétition
de ces violations des droits de l'homme qui ont été commises. Ainsi, il pense que dans le Sud, les violations des droits humains qui ont été perpétrées suite au coup d'État et au contre-coup d'État doivent être aussi adressées et prises en considération. L'armée doit être unifiée parce qu'il y a de grands défis aujourd'hui, notamment la récupération du Nord ainsi que l'organisation des prochaines élections dans le pays. Parlons un peu des élections. Est-ce qu'il est possible de faire des élections maintenant alors que le pays est sous occupation? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Il appartient bien entendu au peuple malien de décider ce qu'il y a lieu de faire. Toutes les personnes qui ont commis des violations de droits humains doivent être tenues pour responsables et ces violations doivent être investiguées de façon équitable. Il doit y avoir l'égale considération de chaque perpétrateur, de chaque violateur vis-à-vis de la loi, que ce soit ceux qui commettent des actes de corruption, mais également ceux qui commettent des actes de torture ou des actes de détention arbitraire. Il est important de respecter les droits de l'homme dans le pays parce que c'est la porte de sortie pour une meilleure future. Les Nations Unies sont prêtes à apporter leur assistance à ceux qui dans la crise malienne aujourd'hui. Aujourd'hui, le Mali joue un rôle important dans l'agenda de l'Organisation des Nations Unies. Plusieurs réunions de haut niveau ont été tenues avec en priorité ce pays, le Mali. Il dit que le peuple malien peut compter sur le support de l'organisation en ce qui concerne la pacification du Nord, en protégeant bien entendu les civils et en assurant justement une sortie de crise profitable pour le peuple. Je vous l'annonçais à l'instant, le ministre algérien chargé des affaires maghrébines et africaines est donc en visite dans notre pays. Il a été reçu en audience par le Premier ministre et le président de la République par intérim. Maliens et Algériens sont convaincus qu'il faut une action militaire pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Le compte-rendu d'Ibrahima Traoré. Le dialogue, oui, mais la laïcité et l'intégrité territoriale du Mali sont non négociables. C'est la conviction ferme des plus hautes autorités du pays. Un message transmis à une forte délégation algérienne qui séjourne au Mali. Elle est conduite par le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines. Abdelkader Messahel, reçu par le président de la République par intérim, dit apporter le soutien et la solidarité de son pays au Mali afin qu'il recouvre rapidement l'ensemble de son territoire occupé. Pour cela, le Mali prône une intervention militaire au nord du pays tout en privilégiant le dialogue. L'accompagnement de l'Algérie ne fera pas défaut, dixit Abdelkader Messahel. Lorsqu'on parle de menace, quand on a identifié la menace, notre devoir, en tant que pays, en tant que voisin, c'est éradiquer par tous les moyens cette menace, y compris par la force. Et cette position n'est pas nouvelle. La position de l'Algérie, elle a toujours déclaré qu'il n'y a pas de place de négociation avec des criminels qui sont les terroristes et les narcotrafiquants. Mais également que le dialogue est possible avec les enfants du Mali, qui se démarquent définitivement du crime organisé et du terrorisme, et qui se démarquent définitivement des tentations de sécession ou de partage. L'entrevue avec le chef de l'État par intérim a duré 1 heure. Le même sujet a fait l'objet d'échanges avec le Premier ministre. Cheikh Modibo Diarra demande à l'Algérie d'être surtout sensible à la souffrance des populations maliennes prises en otage dans leur propre pays. Le Mali, il est un, il est indivisible et il le restera éternellement. Ça c'est un. Deuxièmement, notre République et notre loi fondamentale, la Constitution, donne à chaque citoyen le droit de choisir et de pratiquer librement sa religion. Personne n'imposera à quelque Malien que ce soit une charia dont le Malien ne veut pas. Il est évident que ce sont là des facteurs non négociables. Ici, il y a un peuple qui comprend ce genre de situation, c'est bien l'Algérie. Vous trouverez l'Algérie à vos côtés dans ce que vous avez dit comme recherche de dialogue
avec tous ceux qui, enfants de ce pays, et je parle particulièrement des enfants du Nord. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour demander également d'opérationnaliser très vite le CEMOC pour lutter davantage contre le terrorisme dans le Sahel. Il a enfin salué l'Algérie pour toute son aide à l'endroit des populations démunies. C'est par une visite aux accidentés de l'hôpital Gabriel Touré que le ministre des Transports et des Infrastructures routières a lancé la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. L'objectif de cette première journée était de sensibiliser la population au port du casque afin de réduire les accidents de la circulation qui font chaque année plus de 1000 blessés. Le compte-rendu de la journée avec Mahamadou Doumbia. Pour le lancement de cette 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, le ministre des Transports et des Infrastructures routières s'est rendu à l'hôpital Gabriel Touré pour s'informer sur le bilan des accidentés de la route. Sur 2011 patients qui arrivent au CHU Gabriel Touré, 1072 sont des blessés de la route et les victimes sont âgées de 16 à 45 ans. Et les familles gardent toujours le mauvais souvenir car il est difficile d'oublier un enfant brutalement arraché. La situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, j'aimerais pas voir une autre maman dans ma situation. Là où mon fils se trouve aujourd'hui, j'aimerais pas voir un autre enfant du Mali, à cause de la route, perdre sa vie, que je demande aux jeunes surtout de porter les casques. Le casque est vital et la vie est irremplaçable. Pour sensibiliser et impliquer parents et enfants, le ministre s'est rendu au lycée Aminataba, au siège de l'association malienne des personnes handicapées, au centre Awa Keïta, au ministère des Affaires religieuses et du culte, un département qui a regroupé toutes les confessions religieuses. Ensuite, la délégation s'est rendue au groupe scolaire Cheikh Anta Diop dans les familles fondatrices de Bamako, qui sont les familles Niaré, Touré et Dravé. Et enfin, le siège du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement. À chacune de ces étapes, le ministre a remis 50, 100 ou 200 casques et des sommes symboliques. On a été très bien compris par les populations et on a vu que les populations adhèrent déjà à la sensibilisation, adhèrent déjà au port du casque. Nous lançons un appel solennel pour que la population adhère massivement au port du casque. Surtout que le gouvernement vient de fournir des efforts pour exonérer l'importation des casques. Là, ça va contribuer à importer davantage les casques et à réduire les coûts des casques. Les conditions améliorées mais difficiles et débordantes, vu le nombre de blessés qui arrivent au Gabriel Touré, incitent à plus de prudence car il n'y a pas de respirateur en cas d'arrêt cardiaque, pas de véhicule médicalisé pour transporter les blessés. Et sur 100 accidentés graves, nous a-t-on dit, 20% garderont pour toujours un traumatisme et 30% auront la chance d'être épargnés. La seule alternative qui reste, c'est le port du casque et la limitation des vitesses. Portez donc le casque. Un atelier de formation en journalisme d'investigation sur les questions migratoires vient de démarrer ici à Bamako, organisé conjointement par l'Institut Panos Afrique de l'Ouest et l'Institut Panos Paris. Il vise à doter les ondes de médias de connaissances sur la thématique migratoire inscrite dans une perspective nationale, régionale et intercontinentale. Daouda Sidiki Diarra nous donne les détails. La formation en journalisme d'investigation axée sur les questions migratoires qui a débuté ce lundi est une première au Mali. Elle sera couplée à une série d'enquêtes de terrain qui vont aboutir à un ensemble de reportages. Travailler sur la migration, ça veut dire aussi dépasser les clichés. Ça va aussi dire bien chercher les histoires de succès, de satisfaction. Mais c'est toujours regarder un peu plus profonde. Et si ce séminaire contribue, que vous faites encore des reportages meilleurs, plus intéressants, je crois, pour votre société, pour les électeurs, pour tout le monde, ça sera un gain. Cet atelier international qui va durer 5 jours s'inscrit dans le cadre du projet sans papier, cliché livre voix, mieux informés sur les migrations. La session qui regroupe des journalistes venus de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de France et de Bamako est financée par l'Union européenne et la coopération suisse. La migration rapporte beaucoup au Mali, mais je dois dire aussi que la migration comporte aussi certains inconvénients.
Et la politique que le gouvernement voudrait mener en la matière, c'est de faire en sorte que la migration soit un atout pour le développement de notre pays. La cérémonie a également enregistré la participation de certaines autorités locales des zones les plus touchées par les migrations à Dakar, des agents de coopération et des responsables de l'Institut Panos-Afrique de l'Ouest. Actualité hors de chez nous, les Algériens ont rendu un dernier hommage à l'ancien président Chadli Benjedid, mort samedi d'un cancer à l'âge de 83 ans. Devenu président en 1979, il quitte le pouvoir en 1992. Les Algériens le considèrent comme le père du multipartisme. Un deuil national de 8 jours a été décrété. Le président Bouteflika est l'un des premiers à venir lui rendre hommage. Chadli Benjedid est mort samedi des suites d'un cancer à l'âge de 83 ans. C'est en 1979 qu'il devient président après la mort de Ouari Boumedienne. Ce candidat de l'armée autorise le retour des exilés politiques et fait libérer le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella. Chadli Benjedid sera réélu 2 fois. En Algérie, il est pour beaucoup le père du multipartisme. C'est lui qui mit fin au règne de l'ancien parti unique, le FLN, lui qui dota l'Algérie d'une constitution pluraliste 10 ans après son arrivée au pouvoir. Paix à son âme. C'était un grand homme. C'était aussi un révolutionnaire. Il ne nous a apporté que des bonnes choses. Il avait beaucoup d'affection pour les hommes de science. Il a essayé de développer la démocratie en Algérie et il a autorisé le multipartisme. Chadli Benjedid quitte le pouvoir en 1992, une démission forcée, épilogue d'une longue confrontation avec le Front islamique du salut. L'Algérie plonge dans la guerre civile. Aujourd'hui, le pays pleure une figure historique. Un deuil national de 8 jours a été décrété. Chadli Benjedid a été inhumé à Alger, aux côtés des autres présidents algériens. Et ce communiqué suite au décès du président Chadli Benjedid du Bureau politique national et l'ensemble des militants de l'UMRDA Fasso-Djigui qui présentent à la famille de l'illustre disparu, au gouvernement et au peuple frère d'Algérie leurs condoléances les plus attristées. À la mémoire du grand maquisard et démocrate, l'UMRDA Fasso-Djigui rend un hommage vibrant et prie pour le repos éternel de son âme. Actualité africaine toujours, le président égyptien Mohamed Morsi a 100 jours au pouvoir, 100 jours avec un bilan mitigé pour le peuple qui est de moins en moins enthousiaste. Morsi a lui-même admis publiquement qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs. Depuis son élection, Mohamed Morsi se façonne une stature internationale. Ses interventions à l'ONU et en Iran ont été remarquées, une reconnaissance inespérée pour le premier président égyptien issu des frères musulmans. Mais aux 100 jours de son mandat, son peuple, lui, est beaucoup moins enthousiaste. Dans cette banlieue pauvre du Caire, les habitants attendent toujours de vrais changements. 100 jours et rien ne s'est passé. Il y a autant d'embouteillages. Les hôpitaux sont toujours aussi nuls et tout est sale. Vraiment, tout est comme avant. Exemple, les décharges sauvages sont toujours là. Pourtant, Mohamed Morsi avait promis plus de propreté, moins de circulation. Il s'était aussi engagé à subventionner le carburant et le pain. Son programme, 64 mesures en 100 jours pour améliorer le quotidien des Égyptiens. C'est très difficile de les réaliser en 100 jours, mais il s'y est engagé. Comme nous sommes maintenant dans une démocratie, il sera jugé sur ses promesses. De fait, il a promis beaucoup et n'a pas fait grand-chose. Mohamed Morsi a admis publiquement qu'il n'avait pas encore réalisé tous ses objectifs. Le peuple, lui, reconnaît cependant un mérite, avoir mis au pas l'armée en écartant l'encombrant général Tantawi du pouvoir. Un autre défi de taille attend maintenant le président, rédiger une constitution très attendue par les laïcs comme par les islamistes. À présent, l'actualité africaine en bref, avec la Côte d'Ivoire qui a ouvert ses frontières avec le Ghana après que ce dernier ait promis de renforcer la sécurité dans sa zone. Nous ferons un tour au Soudan avec cet accident d'avion. En Tunisie, dans l'île de Djerba, une manifestation a fait plusieurs victimes, dont 49 policiers et 2 manifestants.
La Côte d'Ivoire rouvre ses frontières avec le Ghana. La décision a été annoncée dimanche par le ministre de la Défense. Les points de passage avaient été fermés par Abidjan le 21 septembre dernier, après l'attaque d'un poste frontière par des éléments venus du Ghana. Cette fermeture avait provoqué d'importantes difficultés pour les commerçants et un bras de fer avec Accra où de nombreux responsables pro-Gbagbo ont trouvé refuge. Le Ghana a promis qu'il ne servirait pas de base arrière pour des opérations de déstabilisation et que la sécurité serait renforcée le long de la frontière. 15 morts, 7 blessés dans le crash d'un avion militaire dimanche au Soudan. L'appareil, un Antonov, avait décollé de Khartoum, direction le Darfour. Il s'est écrasé à 70 km de la capitale. Auparavant, le pilote avait signalé un problème sur l'un des moteurs. L'aviation soudanaise, qui utilise des hélicoptères et des avions de fabrication russe, a déjà perdu plusieurs appareils depuis début 2011. 49 policiers, 2 manifestants blessés, c'est le bilan des violentes manifestations qui ont secoué samedi l'île de Djerba en Tunisie. C'est la décision des autorités de rouvrir une décharge publique qui a mis le feu aux poudres. Après l'échec de négociations et une première dispersion des manifestants à coups de gaz lacrymogène, la foule s'en est prise à un poste de police. Des violences jusqu'alors inimaginables dans ce haut lieu touristique épargné par les tensions. Il s'en est fallu d'un tout petit point pour qu'Adama Kouandé remporte le titre mondial. Le joueur de pétanque ivoirien s'est tout de même offert le luxe de décrocher le titre de vice-champion du monde de tir de précision ce week-end à Marseille, le berceau de la pétanque. Direction l'Amérique latine au Venezuela, Hugo Chavez a été réélu pour un 3e mandat de 6 ans. Il a obtenu 56% des voix devant le candidat de l'opposition qui n'a pas démérité avec ses plus de 6 millions de voix. Une consécration pour Chavez qui a séduit la jeunesse par sa politique sociale. Enrique Capriles, son adversaire, a salué sa victoire. Les partisans d'Hugo Chavez en liesse ont convergé dès les premiers résultats vers le palais présidentiel pour fêter leur victoire. Avec plus de 54% des voix et une très faible abstention, le leader de la révolution bolivarienne obtient une nette victoire et un 3e mandat de 6 ans. Le leader populiste a su une fois de plus capter le vote populaire et notamment celui de la jeunesse qui a voté massivement en faveur de sa politique sociale, logement, santé, éducation, financée grâce à la manne pétrolière. Nous vivons dans une vraie démocratie, notre victoire est propre, nette et régulière, vive Chavez! C'est le seul dirigeant à nous aimer avec sincérité. Il nous aime et nous respecte. Une consécration politique pour Hugo Chavez après 13 années d'exercice du pouvoir et un long combat contre le cancer. Je demande à Dieu de me donner vie et santé pour pouvoir continuer à servir le peuple vénézuélien, chaque jour un peu mieux. Je vous invite au dialogue et à rejoindre le travail de la révolution bolivarienne, vénézuélienne. Au siège de l'opposition, les larmes étaient celles de la déception, mais le jeune Enrique Capriles n'a pas démérité. Avec 6 millions de voix, la droite obtient son meilleur score depuis 14 ans. En bon démocrate, Enrique Capriles a immédiatement reconnu sa défaite et félicité le président élu. J'adresse mes félicitations au président de la République. Je demande à ceux qui vont rester au pouvoir respect et considération pour nos électeurs qui représentent près de la moitié du pays. Hugo Chavez gardera donc les pleins pouvoirs pour poursuivre sa révolution bolivarienne avec 3 enjeux majeurs, la hausse des prix supérieure à 20%, la corruption endémique et la lutte contre la criminalité qui empoisonne la vie de la population. Retour à l'actualité nationale, le consortium d'ONG Plan Mali, World Education and ASAF vient de faire des dons aux élèves déplacés, des dons composés de riz, de pâtes alimentaires, d'huile, de lait et de produits sanitaires. En plus de ce geste, le consortium, en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas, a organisé des cours de rattrapage à l'intention des enfants déplacés. Le geste global a coûté 18 millions de francs CFA.
Et action patriotique à Sénou, le mouvement de jeunes dénommé Association Ernest au Mali vient de procéder à la réhabilitation de 2 artères de la ville. Par cette réalisation, les membres du mouvement entendent jouer leur partition dans le développement de Sénou. Ils ont organisé hier une cérémonie de reconnaissance à l'endroit de ceux et celles qui ont contribué à la réussite du projet. Lancement hier en première région des festivités du centenaire de l'église de Kakoulou. En effet, c'est en 1913 que la paroisse a été transférée de Dingira à Kakoulou. Le thème retenu est 100 ans de vie avec le Christ, Notre-Dame de la Merci, à Kakoulou. Engage-toi. Les festivités auront lieu les 5 et 6 janvier 2013. Idrissa Goulou Sissoko depuis Kaye. La cérémonie consacre le lancement du centenaire de la paroisse de Kakoulou, une commune située à 35 km de Kaye. En effet, c'est en 1913 que l'église fut transférée de Dingira Logo à Kakoulou, une église implantée à Dingira Logo 5 ans après Kita et 1 an après Kaye. Le lancement des festivités du 100e anniversaire de la paroisse de Kakoulou a été marqué par des prières. Le thème que nous avons choisi, c'est 100 ans de Christ, de vie avec le Christ. Notre-Dame de la Merci à Kakoulou, engage-toi. À travers ce thème, nous voulons inviter tous les fidèles de Kakoulou qui sont sur la paroisse et ceux qui sont en dehors de la paroisse de s'engager à la suite du Christ et de s'engager pour que l'église à Kakoulou puisse aller de l'avant. La commune rurale de Kakoulou est l'exemple de la laïcité dans notre pays. Je peux vous dire avec beaucoup de fierté que la laïcité est une réalité au niveau de la commune de Logo. Ce brassage-là nous permet en tout cas de bien gérer la collectivité de la commune rurale de Logo. La fête commémorative aura lieu les 5 et 6 janvier prochains avec au programme beaucoup d'activités, notamment des prières, la rénovation des 2 cimetières à Dingira, la construction d'une grotte mariale à Kakoulou. Nous retournons à Bamako avec du nouveau dans vos librairies. Il s'agit du livre Entre anarchie et terreur. C'est de Mahaman Ousmane. Entre anarchie et terreur est le récit des récents événements qui se sont passés au nord du Mali. Le livre parle de l'arrivée des assaillants à Gao, Tombouctou et qui date de l'occupation et des actions commises sur les populations civiles, des facteurs qui ont occasionné l'occupation rapide des 3 régions du Nord, mais aussi de l'aide humanitaire et comment envisager l'avenir dans ces régions après l'occupation. Entre anarchie et terreur de Mahaman Ousmane est une réflexion personnelle de l'auteur, une contribution dans la recherche de la paix et du dénouement de la crise dans notre pays. Page santé de cette édition, elle porte sur un type de cancer de l'œil appelé rétinoblastome. Apparaissant au niveau de la rétine, les signes du rétinoblastome peuvent être perçus dès 3 mois. Au Mali, sa prise en charge se fait à Lyotta et à l'hôpital Gabriel Touré. Le diagnostic précoce reste la seule façon de sauver la vie de l'enfant présentant ce type de cancer rétinien. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Dambélé. Une tache blanche dans la partie noire de l'œil de votre enfant et les nouvelles sont très mauvaises. Cette tache peut désigner d'autres types de pathologies, mais dans la plupart des cas, elle est preuve d'un rétinoblastome évolutif. Le rétinoblastome est un cancer de la rétine chez l'enfant de moins de 5 ans. Les statistiques évoquent un cas de ce type de cancer sur 18 000 naissances dans le monde et notre pays n'est pas épargné. Au sein de l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU Gabriel Touré, à peu près nous avons 30 à 40 nouveaux cas par an, n'est-ce pas? Et surtout, c'est des formes très avancées de la maladie, ce qui n'est pas normal. Les signes de ce cancer rétinien sont perceptibles très tôt chez le nourrisson. Déjà très précocement, on voit que l'œil dévie, c'est-à-dire il y a un strabisme. Ça veut dire que l'œil, la partie noire de l'œil est déviée soit vers l'extérieur, donc ça fait un strabisme divergent,
où l'œil va dévier vers l'intérieur, un strabisme convergent. Et dans ce cas, le strabisme peut être soit sur un œil, si la maladie pousse sur un seul œil, ou bien la déviation des yeux se voit au niveau des deux yeux. Dans l'évolution, la tumeur va grossir sur la rétine. Et là, la particularité du rétinoblastome, c'est que ça donne une tache blanche dans la partie centrale de l'œil. C'est-à-dire le centre du noir, vous allez commencer à voir un reflet blanc. Au tout début, le reflet n'est pas permanent. Il y a certains parents qui vont le constater intermittemment, c'est-à-dire dans certaines positions de l'œil, ils peuvent voir le reflet, mais après ça disparaît. Et plus tard, le reflet devient permanent. Et l'enfant va avoir la tache blanche permanemment sur l'œil. Et si on ne fait toujours rien, comme c'est un cancer, donc ça évolue, eh bien, l'œil va commencer à grossir et à sortir de l'orbite. Et à la longue, l'œil va complètement être éjecté de l'orbite. Les causes du rétinoblastome ne sont pas très bien connues, mais on estime qu'il peut avoir une cause héréditaire, infectieuse ou spontanée. Au Mali, principalement 2 structures s'occupent de la prise en charge de ce type de cancer, l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré et l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA. En ophtalmologie, nous, ce qu'on fait, c'est que quand les malades viennent très tôt, c'est-à-dire quand l'œil louche, ou bien quand il y a juste la petite tache blanche sur l'œil, ça c'est des cas où on peut guérir. Quand l'enfant se présente précocement, ici actuellement à l'IOTA, on fait une énucléation, c'est-à-dire on enlève l'œil. Mais sinon, dans les pays développés, il y a des traitements conservateurs qui font qu'on peut aussi bien détruire la maladie et garder l'œil. Donc il y a des taux de survie qui avoisinent les 98% lorsque le plateau technique le permet et que le diagnostic est fait très précocement. Mais à des stades évolués, c'est-à-dire quand c'est l'exophtalmie majeure, la tumeur, elle va évoluer pendant un long moment. Mais à partir d'un certain temps, la tumeur ne reste plus dans l'œil. C'est comme tous les cancers, ils aiment aller dans d'autres organes. Et bien, ce cas aussi, la tumeur va se propager dans les organes environnants, c'est-à-dire l'orbite. Et finalement, passer le cap de l'orbite, la tumeur peut aller se localiser au niveau du cerveau. Et si c'est le cas, malheureusement, c'est un stade où la médecine est impuissante. Ces patients, très souvent, ils sont référés par l'IOTA, en fait. Les patients reçus au stade précoce, n'est-ce pas? Alors, nous faisons ce qu'on appelle les bilans d'extension. Après, nous adressons les patients à l'ophtalmologie pour l'énucléation, n'est-ce pas? On enlève l'œil, n'est-ce pas? Après, on envoie l'œil à l'histologie, à l'anatomopathologie. En fonction de ça, n'est-ce pas, nous déterminons quel type de traitement, de chimiothérapie l'enfant doit recevoir en post-opératoire. Dans cette prise en charge, le service d'anatomopathologie a son rôle à jouer, de même que le service d'imagerie médicale, précisément avec le scanner. C'est à travers ce scanner qu'on s'est fait une idée du volume de la tumeur et de l'extension de la tumeur. Cette tumeur, elle est d'abord dans l'œil, ça peut aller dans l'orbite, ça peut atteindre les nerfs optiques, ça c'est dans les cadres oculaires, mais ça peut aller aussi au-delà pour avoir une localisation au niveau cérébral ou même à distance. C'est dans ces cas que l'imagerie intervient pour apprécier le volume tumoral au début du traitement et en cours du traitement, on fait aussi un autre scanner pour apprécier la régression tumorale. Le diagnostic précoce est très important pour une prise en charge correcte du rétinoblastome. Mais au Mali, la majeure partie des patients arrivent à l'IOTA avec leur rétinoblastome à un stade où l'œil est déjà projeté en dehors de l'orbite. Mais l'organisation de la prise en charge évolue positivement. Un projet de l'Alliance mondiale contre le cancer et de ses partenaires maliens est en cours d'exécution. Il vise à faciliter le diagnostic et la prise en charge de la maladie, ce qui passera forcément par une sensibilisation des praticiens et des populations.
Et c'est la fin de cette édition. Nos programmes se poursuivent avec le journal des formations, une présentation de Nyanya Alou Traoré. Demain, 10h, 13h, vous seront présentés par Sira Bachili. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. N'oublions pas nos parents des régions du Nord vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. Bonsoir à tous.